Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Ce matin, disons ce lundi 12 novembre, nous recevons pour vous Monsieur Éric Dupuis qui est le responsable à la communication et de l'ANC et de la coalition des 14 partis de l'opposition. Encore une fois, Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Albetime, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Voilà. Auditeur de Radio Victoire. Alors, ma toute première question, vous-même vous portez bien? Bien sûr. D'accord. Alors, Maître Paul de Diapévon disait tout à l'heure dans un élément sonore, vous l'avez écouté, que l'équipe de la C14 est très soudée. Monsieur Dupuis, comment se porte la C14? La C14 se porte bien. On est soudés, bien sûr. Il y a parfois des discussions, des divergences. Mais au bout d'une année de travail en commun, nous arrivons toujours à trouver solution à nos problèmes. Et de plus en plus, nous sommes convaincus que nous avons le même objectif, que nous nous battons pour la même cause. Cette cause qui est celle du peuple togolais de se libérer d'une dictature de plus de 50 années. Donc, plus ça va, plus il y a une cohésion au sein de l'équipe. Et on ne peut que s'en féliciter. Mais ce qui voudra dire, vous arrivez quand même à terre les divergences dont vous faites cas qui risquaient d'ailleurs même d'éclater le groupe? Oh non, on n'a pas été à ce niveau-là. Ce sont des divergences mineures. Ce sont dans la mesure où on arrive à trouver solution à nos divergences, on ne peut que s'en féliciter. C'est ça qu'il faut retenir. Mais vous savez, vous avez 14 partis politiques, 14 façons de voir des choses différemment. Et en réalité, nous ne sommes pas que 14, nous sommes 28 autour de la table. Puisque chaque parti est représenté par 2 personnes. Le président des partis et leur second, qui les seconde lors des discussions et qui les remplace lors de leur absence. Alors, allons à l'essentiel. Le dépôt des candidatures s'est ouvert depuis le 9 novembre pour finir le 14, disons mercredi. Est-ce que la coalition a déjà déposé la liste de ses candidats? Vous savez, la loi électorale dit que pour pouvoir être candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. Oui. Nous ne sommes pas inscrits sur la liste électorale, donc nous ne pouvons pas être candidats. Personne ne vous avait empêché d'être sur la liste électorale? Nous l'avons décidé parce que nous ne faisons pas ça pour accompagner le RPT Unir à une organisation unique des élections. Nous avons toujours dit que nous étions dans les rues pour demander les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Tout a été bâclé et on voit que le régime en place utilise tout ce qui est en sa possession pour tromper l'attention et la vigilance de la communauté internationale pour nous amener à des élections déjà fraudées d'avance. C'est un coup de force électoral qui se prépare. Nous n'avons cessé de le dénoncer, mais aujourd'hui, il est prouvé que le RPT reste dans sa logique de fraude et d'organisation à coup de force. Oui, donc vous avez quand même appelé au boycott de ce recensement. Mais bien sûr, mais vous savez, oui. La feuille de route a recommandé une CENI inclusive pour préparer les élections. Pendant ce temps-là, le RPT Unir a empêché la coalition de proposer ses candidats pour la composition de la CENI. Et pendant ce temps-là, le RPT a organisé ce recensement frauduleux et après le recensement frauduleux, maintenant, on intègre... Oui, a organisé un recensement, vous parlez de frauduleux unilatéral. Vous savez, nous sommes dans une situation de crise de confiance. Si nous étions dans les rues, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas confiance en ce régime et que chaque fois qu'il y a eu des élections dans ce pays, ça a été entaché de fraude. Et nous disons que pour une fois, il est nécessaire, il est souhaitable que les élections, le processus électoral se fasse de manière consensuelle par les 2 partis. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes allés au dialogue. Ce n'est pas nous qui avons décidé
que les législatives étaient une solution à la crise. C'est la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, qui ont pensé que les législatives pouvaient être une solution à la crise. Et nous les avons mis en garde en disant « Attention, ce n'est pas ce que nous attendons. Nous attendons d'abord les réformes, surtout constitutionnelles, électorales, institutionnelles, avant toute élection. » Ils nous avaient assuré que tout sera fait. La CEDEAO ou bien le gouvernement? La facilitation. D'accord. La facilitation nous a assuré, parce que la CEDEAO est rentrée dans le jeu il n'y a pas longtemps. Hein. Il faut pas oublier que des chefs d'État étrangers, je veux parler de Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, le président de la Guinée, Monsieur Alpha Condé, se sont impliqués dans ces discussions pour essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, je les salue pour leur disponibilité parce que ces chefs d'État n'ont pas été élus par leur pays pour venir régler le problème du Togo. Oui. Et ils ont eu toujours une oreille attentive face à nos préoccupations. D'ailleurs, Monsieur Alpha Condé, dans son pays, rencontre des difficultés avec son opposition, mais malgré cela, il nous a reçus. Il se montre toujours disponible. Il se montre toujours disponible, mais ce que nous avons compris, et d'ailleurs ce n'est pas nouveau puisque nous connaissons l'organisation sous-régionale depuis des années, la CEDEAO ne semble pas avoir joué un rôle dans le sens de l'apaisement ou de la recherche de solutions durables dans notre pays. Vous vous souvenez, en 2005, ce qui s'est passé au Togo, la CEDEAO était présente, mais au lendemain des massacres des populations, plus de 500 personnes, près de 1000 personnes d'après certains observateurs, la CEDEAO n'a pas condamné ce qui s'était passé. La CEDEAO nous a assisté en 2006 lors du dialogue intertogolais pour aboutir à l'APG, l'accord politique global, mais cet accord a été foulé aux pieds par le président Fogna Sibé jusqu'à aujourd'hui, et cela n'a pas ému la CEDEAO. En 2015, la CEDEAO s'est dépêchée ici lors de la présidentielle d'avril 2015. Au lendemain de la proclamation bizarre, cavalière des résultats, après dépouillement d'à peine 16 bureaux de vote de CELI, on nous annonce des résultats et ça n'a pas ému la CEDEAO. Peut-être que le président attendez. Mahama du Ghana et Alassane Ouattara qui avait fait le déplacement de Lomé étaient sûrs que les résultats se proclamaient normalement. C'était surtout le président ivoirien, hein, c'est ivoirien et ghanéen qui étaient là. Oui. Hein. Donc le problème n'a pas été résolu et ils n'ont pas cherché à nous accompagner. Ils avaient promis que dès le lendemain des législatives, tout allait être mis en œuvre pour les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Et puis non, que nenni. Donc quand on nous a annoncé que la CEDEAO allait apporter son soutien à la facilitation, ben, nous avons été un peu surpris. Et nous nous sommes dit, nous pensons qu'il y avait le verre qui était en train de rentrer dans le fruit, mais comptant sur le sérieux, la disponibilité des facilitateurs, nous avons fait confiance. Et aujourd'hui, nous nous sentons, j'allais dire trahis, mais ce n'est pas le terme. On a le sentiment qu'on s'est joué de nous. On s'est joué de nous, puisque... Et qui s'est joué de vous? D'abord, la CEDEAO, puisque... Quand on a eu les dernières discussions à Conakry... Oui, la semaine dernière. On a entendu certains engagements de la part du chef d'État, du chef de l'État guinéen, notamment en ce qui concerne la recomposition de la CENI. On l'a obtenu, mais également de la présidence de la CENI. Ce n'est pas nous qui l'avons demandé lors des discussions, mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'il était acquis que la présidence... Qu'est-ce qui a été proposé à ce niveau par rapport à la présidente de la CENI, de manière beaucoup plus Ça n'a pas été proposé, on nous a dit que ça a été acquis, qu'il est acquis que les 8 représentants de la CENI seraient de CAP 2000... de la C14, et que la présidence serait... la présidence reviendrait donc à un représentant de la C14? Non, reviendrait à une personnalité étrangère. Et le terme utilisé, c'est non togolais.
non togolais. Non togolais. Donc, monsieur, le professeur Kadanga devrait être remplacé. C'est ce que les chefs d'État ont dit. C'est ce que les chefs d'État ont dit. On n'a pas dit ça. On a dit qu'il est acquis que la présidence reviendrait à un non-togolais. C'est le terme exact. Moi, je n'aime pas trahir ou interpréter... Devant le comité de suivi ou bien c'est à huis clos le président... Devant le comité de suivi, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit devant le comité de suivi. Donc, aujourd'hui, et puis on a discuté longuement de la reprise du recensement électoral. Oui, a-t-on parlé au niveau du recensement? Avez-vous débattu de ce sujet avec le président de la Guinée? Est-ce que vous avez parlé de la reprise totale ou carrément d'une prorogation exceptionnelle? Il ne s'agit pas de reprise totale. Nous disons qu'il faut reprendre toute l'opération puisque nous n'avons pas pris part. Nous ne sommes pas aujourd'hui là pour accompagner le RPT UNIR. Quand on parle d'une CENI inclusive qui devait conduire le processus électoral, ça veut dire qu'on devait ensemble revoir le chronogramme, revoir le recensement électoral. Bon, aujourd'hui, on nous dit, voilà, tout a été fait, très bien, le chronogramme est fixé, le recensement est fait, maintenant venez nous rejoindre, pourquoi faire? Dites-moi pourquoi faire. On nous dit, voilà, tout est fait, vous n'avez plus rien à faire, bon, vous pouvez venir à la CENI. Oui, monter à bord du train pour aller à la gare. Ah bon, à quelle gare? À la gare décidée par le RPT UNIR? À sa façon, à sa manière? La gare fixée par la CEDEAO le 20 décembre. Oui, mais Monsieur Alpha Condé, président de la Guinée, nous a dit que pour eux, il n'y a pas de fétichisme de date, que la date n'est pas une priorité pour eux, que ce qui est une priorité pour eux, les facilitateurs, c'est la transparence, l'équité de ces élections-là. Et aujourd'hui, tout tend à faire croire que ce n'est pas le souci du RPT UNIR qui est resté droit dans ses bottes, dans sa logique de mener un coup de force électoral à nouveau. On organise tout est prêt, on vous dit, bon, ben écoutez, venez vous asseoir à table pour manger. Et puis, on vous donne quelques miettes en disant, en 3 jours, vous allez vous faire recenser. 3 jours. Justement. 3 jours, Monsieur Abletine, 3 jours, c'est quoi? C'est le 16, le 18. Du 16 au 18. Le 16 au 18. Ça fait 3 jours. Oui. En une seule circonscription. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, on s'en fout de vos électeurs. On ne pense même pas à nos électeurs. Ils n'existent même pas. Ceux qui se sont abstenus, ils n'existent même pas à leurs yeux. Nos représentants à la CENI doivent prêter serment le 13. Oui, maintenant, Le 13, donc, c'est demain. attendez, le 13. Oui. Et 2 jours après, on fait le recensement. Or, nos représentants à la CENI ne sont pas inscrits sur la liste électorale, puisqu'on a demandé le boycott. Mais dites-moi. Donc, les commissaires doivent eux aussi détenir la carte d'électeur. Oui, bien sûr. Dites-moi, ils vont aller faire quoi là-bas? Vous représentez et travaillez au nom de la C14. De la C14 qui n'est pas aujourd'hui candidate à ces élections-là. Ils vont aller faire quoi? Alors, finalement... Vous voulez qu'on soit présent dans une CENI pour organiser des élections qui ne nous concernent pas? Si le régime en place avait envie, avait le désir d'organiser des élections transparentes, il y a longtemps qu'on aurait mis la CENI en place. Il y a bien longtemps, on n'aurait même pas... On n'aurait même pas... Bien sûr, on aurait... Mais c'est logique. Il suffisait de composer une CENI paritaire, telle que prévue par la CEDEAO depuis le 31 juillet. Le 31 juillet, dès le début d'août, on aurait pu régler ce problème-là et réfléchir à l'organisation du recensement ensemble et non nous dire que vous avez jusqu'au 30 septembre pour envoyer vos noms et dès le 1er octobre, commencer le recensement. Et arriver, on fournit les noms le 30 septembre et on attend début novembre pour dire, bon, on va les intégrer enfin quand on a déjà
organiser le recensement. Et c'est voulu par le régime de procéder ainsi pour nous empêcher d'être présents lors de ces recensements pour vous électoraux. empêcher, ou carrément le gouvernement avait dit que le train a déjà démarré et on ne pouvait attendre qui que ce soit. Ouais. Mais plutôt, faites feu de tout bois et venez rejoindre quand même. Bien sûr, bien sûr. J'ai envie de vous tuer. Je vous dis, bon, le poison est prêt, j'ai tout préparé, venez manger. Si vous êtes assez simple d'esprit pour aller manger à cette soupe-là, c'est votre, c'est votre responsabilité. Alors, Monsieur Dupuy, en termes clairs, est-ce que la C14 ne donne pas feu vert à ses commissaires ou ses représentants d'aller prêter serment, ou bien vous allez le faire à un autre moment? Nous allons en discuter tout à l'heure, parce que, bon, vous savez qu'à 11h, il y a une conférence de presse, oui, et qu'il y a une communication importante à faire à la presse, et qu'il ne serait pas bien séant de ma part de livrer tout le contenu de cette conférence de presse, mais je vous dirai l'essentiel. Pour ma part, oui, là je ne parle pas au nom de la C14, pour ma part et pour mon parti, nous pensons que nos membres, il serait incongru que nos représentants à la CENI se prêtent à ce jeu, puisque à la date d'aujourd'hui, nous ne sommes candidats à rien. Nous ne prenons pas part à ce processus électoral qui n'est qu'un coup de force électoral organisé par le RPT UNIR. Clairement, ça veut dire que nous ne prenons pas... Nous n'allons pas... La NC ne prend pas part au processus. Mais comment vous retirez du processus ou comment? Comment voulez-vous que nous allions nous inscrire pendant 3 jours, là, ces 3 jours minables qu'on nous offre, et aller aux élections pour le 20 décembre? C'est non. Nous ne le ferons pas. À partir de ce moment-là, nous ne sommes pas candidats à une quelconque législative. Boycott? C'est pas boycott. Nous n'allons pas nous inscrire. Déjà, nous ne sommes pas inscrits. Nous n'allons pas nous inscrire. C'est la logique. Il serait totalement illogique qu'on dise nous n'allons pas nous inscrire, donc nous ne prenons pas part au scrutin, mais nos représentants seront à la CENI, dans les CELI, pour contrôler quoi, pour voir quoi, dans quel intérêt. Il faut que nous soyons cohérents quand même dans les actes que nous posons. Les populations ne nous comprendront pas. Ceux à qui nous avons demandé de boycotter, est-ce que vous pensez qu'ils comprendront qu'aujourd'hui, on s'asseye à table en disant nous n'y allons pas, mais nous allons aller voir dans la marmite comment ils sont en train de préparer la sauce? Ça n'a pas de sens. Si vous ne voulez pas manger la sauce, qu'il y ait trop de sel, trop de piment, vous vous en foutez éperdument. Oui, donc vous pensez que on peut rééditer ce qui s'est passé en 2002, le boycott et ce que ça a entraîné? Vous savez, le résultat des prochaines élections... Monsieur, l'ANC se désolidarise du processus. Si je vous ai bien compris. Allez-y. C'est tout à fait ça. Je dis, on n'en a pas encore discuté, mais c'est ma position, c'est la position de mon parti. Maintenant, si cette élection a lieu... Sans la C14. Sans la C14. Ces législatives ont lieu sans la C14. Les résultats sont connus d'avance. Quand on voit la configuration du paysage politique aujourd'hui, on se rendra compte que les résultats sont aisés à apprécier. Le RPT uni aura 99% des suffrages exprimés, pour ne pas dire 120% parce qu'ils en sont capables, et les autres auront 1% à se partager, à moins que le RPT, par pitié, leur distribue quelques cacahuètes pour essayer de noyer le poisson. Bon, donc pour nous, le problème ne se pose pas. Nous ne nous sommes pas battus pendant des mois pour aller à des élections bancales. Nous nous sommes battus pour avoir des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute consultation électorale. Et qu'aujourd'hui, après plus d'1 an de lutte, de sacrifice, on accepte des cacahuètes, c'est une insulte à l'intelligence du peuple togolais. Nous ne l'accepterons jamais. Alors, mais le gouvernement, sur instruction également des facilitateurs, a accédé d'abord à octroyer 3 jours de prorogation, ceci pour vous permettre d'être à jour. Et dans le même temps, la CENI a donné une ouverture. Vous pouvez faire vos dépôts et puis compléter le dossier par après.
c'est-à-dire le 19. Je ne sais pas. Vous ne voyez pas que le gouvernement est en train de faire un peu d'ouverture? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'ai dit que il est totalement inadmissible que depuis le dialogue, ça a démarré l'année dernière en février, depuis le dialogue. Et d'ailleurs, j'étais membre de la délégation de l'opposition au comité préparatoire. Nous avons travaillé pendant 4 jours pour sortir un document qui devait être à la base des discussions. Ce document a été foulé aux pieds par le régime. Lors de ces discussions, le RPT Unir a insisté pour qu'on inscrive dans le document que les discussions ne devraient pas excéder 10 jours. On a dépassé bientôt 1 an. Et tout ça là, ce sont des subterfuges utilisés par le régime pour en arriver là. De discussion en discussion, ils sont reculés, on avance, on recule, on avance, on recule, on bastonne dans les rues, on gaze. Tout leur objectif dès le départ, puisqu'on en avait débattu longuement lors des premières journées de discussion, c'était l'arrêt des manifestations. Quand j'entends M. Bawara dire qu'ils sont instruits, qu'ils connaissent, mais dis donc, M. Bawara a la mémoire courte. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas m'étendre sur lui parce que c'est quelqu'un qui parle sans... Il provoque, il parle, mais demain, il va changer. M. Bawara a juré il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence de presse, que jamais la CENI ne serait recomposée. Aujourd'hui, la CENI est recomposée. Donc, comment voulez-vous que j'accorde de l'importance au bavardage, au bavarage, j'allais dire, de M. Bawara? Non, c'est pas sérieux. Ce que nous disons aujourd'hui, le pays est en crise. Si le régime actuel ne veut pas consentir l'effort nécessaire pour qu'on règle définitivement cette crise, eh bien, nous n'avons qu'une seule possibilité. C'est l'appel aux populations de jouer le rôle qui est le leur, c'est-à-dire la mobilisation dans les rues sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, qu'est-ce que la C14 attend et des facilitateurs et du gouvernement togolais? Dans un premier temps, la facilitation a sorti un communiqué que vous attendiez. Maintenant, le communiqué est sorti et ils ont maintenu à nouveau la date du 20 décembre. Si vous vous désolidarisez, vous vous mettez en marge du processus électoral, est-ce que vous n'aurez pas à dos la CEDEAO? Mais avoir à dos la CEDEAO, vous savez, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, je le dis en toute simplicité. Moi, je suis ils ont quand même une oreille attentive à vos préoccupations. Je crois que je vous ai cité tout à l'heure 2005, 2006, 2015. Et la CEDEAO n'a pas pu apporter une solution à nos préoccupations. On avait espéré que 2018 serait un bon cru pour la CEDEAO en ce qui concerne la crise togolaise, mais malheureusement, on se retrouve dans la même situation qu'auparavant. Je ne critique pas cette organisation sous-régionale, mais je dis que on peut difficilement attendre les mains nues devant la CEDEAO en attendant que la manne nous tombe du ciel. Et si nous-mêmes, on ne se mobilise pas. Le sentiment que j'ai, c'est que la préoccupation de la CEDEAO ces derniers temps, c'était d'obtenir la cessation des manifestations, d'obtenir le calme, mais le règlement définitif et sérieux, juste, de la crise togolaise n'était pas leur première préoccupation. C'est un sentiment que j'ai, c'est grave. Et Tchikwi Achadam appelle cette même CEDEAO à plus de fermeté pour recadrer le gouvernement togolais. C'est ce que nous avons toujours dit, qu'il faut de la fermeté de la part, moi je ne dis pas de la CEDEAO, mais de la part du peuple togolais. Puisque c'est pas la CEDEAO qui dirige le Togo, mais c'est le peuple togolais qui est concerné par ce problème qui est le sien. Donc, c'est au peuple togolais de dire définitivement non à M. Faure Gnassingbé
et ses amis Bawara et autres, que nous ne sommes pas... Vous savez, ce qui se passe au Togo n'est pas... Je lisais ça il n'y a pas longtemps sur une des plateformes, n'est pas très loin de la Corée du Nord. Et d'ailleurs, ça va vous faire sourire parce que il m'est arrivé de le dire souvent sur votre radio que la différence entre la Corée du Nord et le Togo est très mince. Hein. Donc, c'est la dictature. Et aujourd'hui, tout ce qui est mis en œuvre pour ces pseudo-législatives ont pour but tout simplement de conforter M. Faure Gnassingbé dans son idée de diriger ce pays. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour la CEDEAO, qu'elle soit ferme? Moi, je n'attends rien du gouvernement. Le gouvernement a qu'on arrête le processus et reprendre le compteur à zéro, ou bien que faire? Écoutez... Puisque la C14 totalement veut se mettre en marge. Monsieur Agbetim, quand la recommandation, la feuille de route de la CEDEAO dit qu'il faut une CENI inclusive pour mener à terme le processus électoral de manière inclusive et ensemble, travailler ensemble, aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans cette situation? C'est un viol de la feuille de route. Aujourd'hui, quelle est la participation? Quelle est la participation réelle de la C14 dans l'organisation de ce processus électoral? Zéro. Et vous voulez aller à ces élections, pourquoi faire? Mais je ne sais pas. Mais ce ne serait pas du boulevard ouvert comme en 2002, avec les conséquences ou disons les résultats qui vont s'en suivre? Mais nous ne sommes pas dans la rue pour être députés. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous n'avons pas fait tout ça pendant des mois avec des gens qui sont allés en prison, avec des blessés, avec des morts, pour aller à des élections à bas prix. Ce serait une insulte à l'intelligence du peuple togolais. Nous ne faisons pas ça pour être députés. Nous faisons ça pour que définitivement la crise togolaise soit réglée. C'est ça le vrai problème. Mais je ne sais pas. Pour être député, pourquoi faire? Si le problème perdure. Oui, mais si vous éloignez un peu du processus en cours, est-ce que vous ne verrez pas que la CEDEAO pourrait à un moment donné sévir ou carrément ne plus vous prendre peut-être au sérieux? Est-ce que si la CEDEAO reste dans la logique que vous supposez, est-ce que la CEDEAO sera prise pour sérieuse par le peuple togolais? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Il ne faut jamais poser les questions de manière unilatérale. Mais en un seul sens. Non. Il faut poser la question de manière équivalente pour tout le monde. Nous aussi, nous avons un jugement à porter sur cette organisation sous-régionale. Nous allons devoir marquer la pause, madame, monsieur, et nous revenons tout de suite avec monsieur Éric Dupuis. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, monsieur Théophile Éric Dupuis, responsable de la communication de la coalition des 14, et nous parlons bien sûr des derniers développements d'actualité politique dans le pays. Alors, le gouvernement en Conseil des ministres, vendredi, a adopté un projet de modification de la Constitution envoyé ou disons déposé sur la table des parlementaires. Alors, monsieur Dupuis Éric, comment avez-vous accueilli la démarche du gouvernement? La question que je me pose d'abord, c'est que est-ce qu'on a besoin de commettre un expert en droit constitutionnel pour nous resservir un plat que le RPT Unir nous a déjà servi? Oui, finalement, est-ce que c'est la conclusion de l'expert international? Nous n'en savons rien, d'autant plus que ces experts nommés auprès du Togo, auprès de la CENI et auprès du gouvernement togolais, nous ont fait part de leur avant-projet. Peut-être ils auraient saisi leur mandataire, ceux qui les ont envoyés, pardon. Lors des discussions que nous avions eues à Conakry, on avait posé le problème au président de la commission de la CEDEAO, qui a été surpris, du moins. Il nous a dit qu'il est surpris que le document ne nous soit pas communiqué avant de remettre le document définitif au gouvernement. Et il a promis faire le nécessaire très rapidement. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien. Et les décisions sont déjà prises au niveau du
gouvernement. Donc, vous voyez pourquoi je disais qu'on a le sentiment qu'on se joue un peu de nous. On se joue pas seulement de la C14, mais du peuple togolais tout entier, et c'est très grave. Mais revenons quand même sur le projet en soi. Et il porte modification de 3 articles, à savoir les articles 59, 60 et 100. Et maintenant, on parle au niveau de l'article 59 nouveau du mandat présidentiel qui est fixé à 2, c'est-à-dire 5 ans renouvelables une seule fois. Cela satisfait ou répond à vos aspirations? Non, pas du tout. Parce qu'il y a la fameuse phrase que vous connaissez par cœur, M. Agbetim, que vous allez nous donner brillamment tout à l'heure, ne figure pas. Vous savez, quand on a... En aucun cas, nous ne peut faire plus de 2 mandats? Parfaitement. Vous savez que quand on a décidé de prendre la rue pendant des années, parce que ce n'est pas seulement cette année, d'abord c'était pour la mise en œuvre consensuelle des décisions, des recommandations comprises dans la PG. La PG d'abord. La PG. Et puis, après, on a résumé cela à retour à la Constitution de 92. Bon. Maintenant, on nous sert quelques saupoudrages de ces réformes-là. Nous disons non. Ces réformes aussi, nous avons l'obligation, pour que ce soit des réformes consensuelles, il faut qu'on en ait discuté ensemble de manière à ce que, arrivé devant les représentants de la nation, ça ne soit qu'une formalité pour le vote. Or, aujourd'hui, là aussi, le comportement typique du régime, c'est les coups de force. Donc, il y a un coup de force parlementaire qui se prépare. On viendra nous proposer cela, nous, on va dire non. Et puis, ils vont dire, bon, puisque la CENI est entre notre main, que nous avons toutes les manettes, nous avons l'armée, nous avons la police, allez, on va aller à une consultation référendaire qui sera gagnée d'avance à travers un fichier électoral totalement pipé également. Voilà, c'est un comportement indigne d'une république qui se veut démocratique. Dans un état de droit, on respecte la loi, on respecte les populations. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on voit au Togo. Ce n'est pas une exagération quand je compare le Togo aujourd'hui à la Corée du Nord. Mais alors, M. Dupuy, quand même, les articles précités prennent en compte du moins vos aspirations. Maintenant, est-ce au nom de la seule fameuse phrase « en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats » que vous allez rejeter également le vote ou l'adoption de ce projet de loi? Si ça a été introduit dans la Constitution de 92, c'est tout simplement parce que ça a un sens pour le peuple togolais qui a voté cette constitution très massivement. Vous savez que c'était sous le père de M. Fogna Sigbe que cette constitution a été votée avec sa bénédiction et qu'il a promis respecter cette constitution à la lettre. Qu'est-ce qu'il a fait après? En 2002, il a fait modifier de manière unilatérale cette constitution pour pouvoir se présenter à un 3e mandat. Qui est-ce qui nous garantit que son fils, qui a bu de ce lait là pendant des années, ne ferait pas la même chose? Il est important que cette phrase y figure. Pour que ça soit un garde-fou, pour que M. Fogna Sigbe n'ait pas la velléité de rééditer ce que son père a fait. Donc, vous voudrez, à part ce bout de phrase, empêcher M. Fogna Sigbe à se présenter pour briguer un nouveau mandat? Je ne dirai pas cela. La question que je me poserai et que je vous poserai, c'est que est-ce que M. Fogna Sigbe a fait déjà 2 mandats ou pas? S'il a fait 2 mandats et qu'il respecte la Constitution dont il est le garant, et qu'il a une haute idée de sa fonction et du peuple togolais, il ne remettra même pas ce point en question, il le ferait en toute dignité. Oui, maintenant, et quelle est la consigne que vous allez donner à vos députés qui sont à l'Assemblée nationale, puisque le test est déjà sur la table du Parlement? Vous savez, moi, je ne suis pas député. Oui. Les députés sont souverains, nous n'avons pas de consignes à leur donner.
Vous savez que le mandat... Non, peut-être la ligne du parti. Vous savez que le mandat d'un député n'est pas impératif. Oui. Donc, nous faisons confiance en nos représentants au sein de l'Assemblée nationale. Mais quand même, vous aviez dit tout à l'heure que... Je suis sûr qu'ils feront ce qui sera à leurs yeux dans l'intérêt du peuple togolais. Mais à votre entendement, ou disons, selon vous, mieux serait que vous soyez consultés, débattre de ce sujet avant que le texte ne soit envoyé à l'Assemblée? Dans la mesure où on est dans un dialogue avec des facilitateurs, ça aurait été normal que cela se passe ainsi, puisque ce n'est plus la loi qui prévaut, mais c'est des consensus que nous devons rechercher. Est-ce que l'expert constitutionnaliste vous a consulté au moins? Il est venu nous voir un jour pour nous écouter, et à la fin des discussions, il nous a dit que lui, sa mission était tout simplement de voir la limitation de mandat, le scrutin majoritaire à deux tours, le mode de scrutin pour la présidentielle et la recomposition de la Cour constitutionnelle, point, et que c'est tout ce qu'il y avait à faire. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a besoin d'un expert constitutionnaliste, un professeur d'université française, pour venir nous dire ce que nous savions déjà depuis des années. Vous aider à limiter le mandat, à aller au mode de scrutin de tout qui était dans la Constitution. Nous savions déjà tout ça, donc je ne sais pas. On a l'impression qu'on prend les Togolais pour moins que ceux qui ne sont en réalité. Et ça me fait très mal. Oui, mais du moins, par rapport à la recomposition de la Cour constitutionnelle, avez-vous déjà vos juristes... Est-ce que vous avez vu dans la déclaration, dans le texte que vous avez lu, des précisions sur la recomposition? Ils ont parlé de la durée qui va passer à 6 ans, mais ils n'ont pas parlé... Et le Conseil de magistrature va désigner aussi. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas parlé de manière claire de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et c'est à dessein. Pourquoi dites-vous c'est à dessein? Parce que vous savez que le régime RPT UNIR ne fait rien au hasard et que tout est déjà calculé. Et je ne veux pas porter de jugement sur telle ou telle corporation, mais on sait où ils veulent aller déjà. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous voudrez intervenir dans ce débat et puis poser une question à notre invité. Vous êtes déjà le bienvenu. Mais avant, Monsieur Dupuis, le Togo est en train de faire des prouesses au niveau financier, notamment le rapport Doing Business a déclaré notre pays ayant fait de bons qualitatifs en gagnant 19 places. Vous allez répondre à cette préoccupation, mais nous allons prendre Monsieur Kodjo qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Kodjo. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je voudrais poser une question à Monsieur Eric Dupuis. Oui, allez-y. Est-ce que dans la coalition des C14, vous allez empêcher l'élection ou bien vous allez boycotter l'élection? Je pose cette question en s'inspirant de ce qui s'est passé au Venezuela. Les opposants ont fait la même chose. Ils ont boycotté, mais jusqu'à présent, le président est encore là. Donc, est-ce que vous allez boycotter ou bien vous allez empêcher l'élection? D'accord, bien noté, cher ami. Et Jacques est en ligne. Bonjour, Jacques. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je dis toujours que je ne suis pas très content avec... oui, votre voix est en fond sonore. Si vous pouvez rapprocher un peu le téléphone. Oui. Je dis, oui. Pour la CEDEAO, moi, je ne fais pas confiance à la CEDEAO. Pourquoi je dis ça? Aucun pays n'aimerait pas qu'un autre pays ait la paix pour le dépasser. Tout le monde sait que le Togolais est travailleur. S'il y a la paix ici, on va les dépasser. Bon, je vais maintenant... est-ce que la feuille de route c'est imposé à tout le monde, c'est-à-dire la C14 et le parti au pouvoir? D'accord. Si c'est ça, pourquoi ils ont nommé les gens de la CENI de l'opposition la fois dernière et ils continuent de faire les choses? Quel CENI qui est en train de travailler maintenant? Bien noté, il vous répondra dans un instant. Boris, bonjour. Boris, bonjour. Oui, je voudrais demander à M. Eric,
que, connaissant tout ce que le jour des manifestations, le gouvernement ne va pas accepter leur itinéraire là. Est-ce qu'ils vont laisser rester le soir et dire aux gens que le gouvernement a étouffé les manifestations ou bien ils ont d'autres stratégies pour pouvoir manifester leur mécontentement? Bien. À noter, nous allons recevoir M. Komlanvi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais savoir, depuis 2010, nous avons espéré tant ces réformes qui viennent d'être annoncées. Notre invité dit encore qu'il n'est pas d'accord, que c'est à coup de yeux ce que le gouvernement est en train de faire. Est-ce que ce n'est pas encore une manière de bloquer cette situation? Ils ont dû demander tout à avoir, mais alors on a plus de 15 ans, on n'a pas eu ces réformes. Ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de faire diligence afin de demander à leurs députés de pouvoir au moins voter la limitation de mandat. Les deux tours pour que vraiment, pendant que tout le Togolais, un jour de siéger aussi au supérieur de notre pays. C'est ça, moi, je voulais savoir. Et ce n'est pas encore un blocage qui a dû créer encore pour des années. Ils ont quel pouvoir maintenant pour contourner? Sachant que depuis 2015, c'est ces mots-là que nous sommes restés jusqu'à ce jour. Bien noté, cher ami. Et nous allons prendre M. Kao. Bonjour. Bonjour, monsieur Gerson. Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Éric Dupuis, merci. Vous avez calmé mon cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Aujourd'hui, je suis gay. Je suis fier qu'il y a des hommes comme ça comme vous. Hein? Ce qui me contente, c'est que vous connaissez le régime. Le régime tente toujours des pièges pour noyer et continue à régner dans, je ne sais pas, dans l'absurde, quoi. Moi, Kao, je parie que c'est la jeunesse, l'économie et l'information qui feront partir ce régime-là. Parce que le régime RPC-UNI, je ne sais pas... Soyez beaucoup plus succinct et allez à la question. On a suivi leur gouvernance. Oui, s'il vous plaît, monsieur Kao. Mais ils ne font rien. Monsieur Kao, décidément, monsieur Kao ne me reçoit pas. On serait dans l'obligation de pouvoir l'interrompre parce que c'est un dialogue. Vous devez nous écouter aussi. Allez droit au but, poser la question que de faire des développements, s'il vous plaît, monsieur. Alors, nous allons permettre à notre invité, d'abord, monsieur Kao dit qu'il est satisfait et il a beaucoup d'admiration pour vous parce que il a 65 ans aujourd'hui, il est content de vous. Écoutez, j'ai été très touché par les propos de M. Kao et c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'écouter jusqu'au bout parce qu'il avait des choses importantes à dire et je partage... Oui, mais il devrait quand même aller droit au but et poser la question. Je partage son opinion quand il dit que c'est la jeunesse togolaise ainsi que l'information, l'économie qui pourront changer les choses dans notre pays. La lutte que nous menons, moi, à mon âge aussi, puisque je suis un peu plus âgé que M. Kao, ce n'est pas pour moi que je la mène, cette lutte. C'est pour la jeunesse, c'est pour demain que nous menons cette lutte. Et Monsieur Komlanvi, il disait tout à l'heure, pourquoi ne pas faire diligence et instruire vos députés à aller voter cette loi du moins, puisque ça fait des années que ça traîne. Sinon, avez-vous d'autres moyens pour contourner? Ou bien vous ne verrez pas que le gouvernement va rapidement aller à ce qu'il doit faire? Je dirais à M. Komlanvi que je n'ai pas pour habitude de ravaler mon crachat. Quand je crache, je ne peux plus le ravaler. Ça a été rejeté à maintes reprises dans les discussions que nous avons eues par le passé. Quand on demande des réformes constitutionnelles, c'est des réformes importantes. Des lois ont été envoyées à l'Assemblée nationale, rejetées à maintes reprises, et aujourd'hui, après tant d'années de discussions. Vous savez, ce qui nous a été proposé aujourd'hui par le gouvernement n'est même pas au niveau de ce qui est contenu dans l'APG. Donc, après tant d'années de lutte, on va accepter des réformes au rabais. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Réforme au rabais, dites-vous? Oui, réforme au rabais. Mais quand on n'est pas d'accord... Le mode de scrutin pris en compte, la limitation du mandat prise en compte et la recomposition de la Cour? Je vous dis que c'est au rabais. Je vous ai dit une chose aujourd'hui qui est fondamentale en ce qui concerne la limitation de mandat. Est-ce que nous l'avons dedans? Donc, ce n'est pas envisageable que cela soit adopté par l'ensemble des députés en entendant de revenir sur la fameuse phrase? Nous, tels que présentés, nous ne voterons pas cette proposition de révision constitutionnelle.
Alors, Boris disait tout à l'heure, pour les marches annoncées, notamment le samedi prochain, les itinéraires ne sont plus, depuis un bon moment, acceptés par le gouvernement. Avez-vous d'autres stratégies pour contourner? Vous serez empêché? Vous savez, quand on me parle de stratégie, ça me fait bouillir un peu, parce que si stratégie il y a, cela ne s'étale pas sur les antennes de radio. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je voudrais dire à mon ami que l'objectif pour nous, ce n'est pas l'itinéraire. Quel que soit là où on veut nous amener, c'est la masse, c'est la prise en compte de cette mobilisation par une large majorité du peuple togolais qui nous intéresse. Vous savez, dans d'autres pays, la place Tahir, ils n'ont pas fait de défilé, ils ont occupé une place. Ils ont occupé une place pendant des jours et ça a fait tomber le régime. Dans d'autres pays, ils tournent. Donc votre souci, votre objectif, c'est de faire tomber le régime? Non, je dis, quand il me donne... Non, c'est un exemple que vous avez donné. Non, il a dit quelque chose, je réponds à ce qu'il a dit. D'accord. Je réponds à ce qu'il a dit. Donc, l'itinéraire, pour moi, ne pose pas de problème. Rappelez-vous, quand on manifestait avant, au sein du CST, jusqu'au 12 juin 2012, avant les fameux incendies des marchés, on nous a cantonnés à la plage, à aller à la plage, tous les itinéraires étaient refusés. Et puis après, ils ont dit, non, ça pose des problèmes. C'est le ministre de l'administration territoriale qui nous a envoyés à l'hôtel Santa Maria. C'est lui, on avait refusé, mais on s'est dit, mais quand quelqu'un vous fait une proposition aussi absurde, il faut l'accepter. La réussite de nos manifestations à Santa Maria, dit, ça bloque l'économie, il faut changer. Mais de toute façon... Ce sont eux qui nous ont proposé Casablanca. 2 manifestations là-bas, il faut changer. Peut-être que demain, ils vont nous dire, infamé, non. Ça veut dire que ils ne savent rien. Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas ce qui se passe dans ce pays. Ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent que comment dirais-je. Mais de toute façon, le ministre Gilbert Bara a dit, nous connaissons la chanson et le refrain et nous sommes suffisamment avertis et préparés à toute éventualité depuis bien longtemps. Et personne n'est dupe de ce qui se trame dans les officines de certains partis politiques membres de la coalition. Ce qu'il dit est totalement à l'opposé de ce que je viens vous dire. Quand lui-même, il a été ministre de l'administration territoriale, on a discuté avec lui, il nous a envoyés à la plage, et puis après, il nous a envoyés par-ci, par-là. Ça veut dire qu'il ne maîtrise strictement rien. Quand M. Bawara dit que je maîtrise quelque chose, ça veut dire qu'en réalité, il ne maîtrise rien, parce que M. Bawara a l'habitude de dire toujours le contraire de la réalité. Tout le monde au Togo connaît la valeur de la parole de M. Bawara. Alors, Monsieur Jacques, lui, il dit, quelle CENI est en train de travailler au juste? C'est la CENI unicolore, telle que voulue par le RPT Unir. Vous savez, dans ce pays, nous avons toujours cette nostalgie du parti unique qui n'a toujours pas quitté nos esprits et nos espoirs. Malheureusement, il faut que la C14 se batte pour mettre fin à cet état d'esprit. Allez-vous empêcher les élections ou carrément boycotter l'élection? Vous pensez réellement que la C14 seule peut empêcher des élections dans ce pays? Non. Moi, je ne le crois pas. Et je dirais à mon cher compatriote qui a posé la question, Monsieur Kodjo, que ça dépend de lui. Ça dépend des populations togolaises. Si les populations togolaises veulent empêcher ces élections seront bien empêchées. Et moi, personnellement, je ne crois pas que ces élections puissent avoir lieu le 20 décembre. Nous sommes à la fin de l'émission, mais vous devez reconnaître quand même que votre pays, mon pays, notre pays, le Togo, a fait des bons, reconnus par la Banque mondiale à travers Doing Business. Le FMI a apprécié le pays et le MCC aussi a apprécié le Togo. Votre mot? Mon mot, c'est que, compte tenu des potentialités de mon pays, me dire qu'on a fait un bond de quelques places ne me satisfait pas. On aurait dû déjà depuis longtemps avoir un pays développé, un pays à la pointe économique de toute la sous-région. Malheureusement, nous faisons partie des derniers parce que pendant des années, certains ont accaparé les richesses de ce pays et continuent
à les accaparer. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas l'idée même de l'alternance politique dans notre pays. Monsieur Dupuis Eric, nous sommes à la fin. Merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie, monsieur Albetine. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Coucou le Parisien, juste à ses côtés, mon cher ami Kodjo Tevi. Alors, bonne journée, bonne semaine à toutes et à tous. Jacob Ahama vous donne rendez-vous à 9h pour le journal en Portez-vous bien, au revoir.